Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel enregistrement consacré à la pensée de George Berkeley et plus spécifiquement à sa théorie du langage. J'ai déjà consacré des enregistrements à la pensée de Berkeley et j'avais abordé brièvement sa théorie du langage dans mon tout premier enregistrement consacré à sa théorie de la connaissance. Et c'était en rapport avec la perception. Toutefois, ce n'est pas un point que j'ai particulièrement approfondi. Et il se trouve que la conception instrumentale du langage de Berkeley fait partie des aspects originaux et décisifs de sa philosophie. Raison pour laquelle j'ai décidé de lui consacrer ce nouvel enregistrement. Et puis en plus, ma petite communauté a l'air de l'apprécier, donc ça tombe bien. Je fais quelques rappels élémentaires concernant Berkeley, au cas où, histoire de se rafraîchir la mémoire. C'est un grand philosophe empiriste du XVIIIe siècle qui considère que les choses n'existent qu'en tant qu'elles sont perçues. Par là, ce qu'il faut comprendre, c'est que si les choses existent, elles n'existent que pour nous qui sommes capables de les percevoir. Ainsi, il n'est pas possible de démontrer l'existence objective et extérieure des choses en s'appuyant sur notre perception, puisque la perception est le seul mode de connaissance par lequel nous accédons à la réalité. Je ne vais pas retravailler ce point ici, je vous renvoie vers mes deux premiers enregistrements consacrés à sa pensée pour plus de précision, mais il anticipe déjà Hume et Kant et considère que notre rapport à la réalité se fait sous l'angle de la représentation. De fait, les choses n'ont pas de réalité autonome et séparée du sujet, car elles n'existent pas de façon substantielle. L'immatérialisme de Berkeley, qui demeure sa position originale et innovante, consiste non pas à nier l'existence de la matière, ce qui serait proprement absurde, mais à la nier en tant que substance. Autrement dit, ce qui compose notre expérience n'existe que parce que nous en faisons l'expérience. Et puisque ces choses n'existent que pour la conscience d'un sujet qui les perçoit, il faut qu'elles soient perçues par nous-mêmes ou à un autre que nous à tout moment. Je précise que, ce point, car on comprendra mieux pourquoi la position de Berkeley sur le langage peut être qualifiée de nominaliste, au même titre que celle de Guillaume d'Occam, grand penseur de la période médiévale. En ce sens, on peut dire que c'est le sujet qui est déterminant, non seulement dans sa perception de ce qui l'entoure, mais aussi dans le choix des mots qu'il utilise pour les nommer. Les objets n'ayant pas la capacité d'influencer de l'extérieur le sujet dans le nom qu'il va façonner pour les désigner. Pour un penseur nominaliste comme Occam ou Berkeley, les mots que nous utilisons sont des signes sans référence naturelle à leur référent, à ce à quoi ces mots-là se réfèrent. Quand je désigne un cheval par le mot cheval, je ne désigne aucun cheval particulier. Les mots permettent de généraliser une expérience toujours singulière, et en même temps, ces termes sont conventionnels et non naturels. C'est ce qui permet la mémoire ainsi que la formation de la pensée d'ailleurs. Lorsque je pense à quelque chose, j'en ai l'idée ou la représentation. On verra que chez Berkeley, c'est pareil. Et j'ai des mots qui permettent de faire un usage général de ces représentations, sans être obligé de me rappeler de tel ou tel cheval particulier. Si je veux parler de cheval, j'ai qu'à utiliser ce mot-là précisément. Ce n'est pas le caractère rugueux de la roche qui a donné naissance à sa prononciation sèche en latin, rocca, pour reprendre une ancienne théorie examinée par Platon dans le Cratyle. Le mot roche est utilisé simplement parce qu'il a été établi que ce serait ce mot-là qui servira à désigner les choses ayant en commun ses propriétés. La dureté, le caractère minéral que l'on retrouve dans ce que l'on nommera roche. Voilà. Donc de fait, les choses sont désignées non pas par rapport de ressemblance naturelle entre leur apparence et la façon dont le mot va sonner. Le terme roche sonnant aussi sec et rugueux que la roche elle-même, les choses sont désignées ainsi selon le libre choix des hommes, s'entendant sur les termes à employer pour désigner telle ou telle chose possédant un ensemble de caractéristiques communes. Pour Berkeley, tout comme pour Occam, il n'y a que des choses singulières
et le langage, pour fonctionner, doit nécessairement évacuer ces singularités, mais précisément, dans la perspective nominaliste qui est celle de Berkeley, cela est d'autant plus cohérent que les choses que nous percevons n'ont pas d'influence sur les signes que nous utilisons pour les nommer, puisqu'elles n'existent pas par elles-mêmes. Donc elles n'ont pas la capacité de nous influencer dans les termes que l'on va choisir pour les désigner. On peut donc opposer cette approche de manière directe à une approche réaliste qui supposerait de façon dogmatique l'existence extérieure et autonome des choses, combinée à une théorie du langage naturel qui ferait dépendre tout notre langage des propriétés de ces mêmes choses. En réalité, pour Berkeley, notre langage sert à nommer les idées que notre esprit perçoit, il n'a qu'une fonction strictement instrumentale. Pour développer ce point, je vais m'appuyer sur des passages précis de son grand ouvrage « Principes de la connaissance humaine ». Parmi les grands principes que Berkeley dégage, on retrouve bien entendu celui selon lequel les choses n'existent qu'en tant qu'elles sont perçues, et que, relativement à notre esprit, celui-ci ne perçoit que des idées. Il faut bien prendre garde au vocabulaire qu'emploie Berkeley quand il parle d'idées, car les idées ne sont pas à strictement parler simplement des représentations mentales, elles le deviennent après réflexion, mais si Berkeley utilise le terme « idée », c'est pour insister sur le fait que c'est notre esprit qui actualise l'existence d'une chose en la percevant, cette chose existant évidemment auparavant en puissance pour tout esprit capable de la percevoir. Mon appartement ne disparaît pas si je sors de l'appartement, il existe encore en tant qu'idée, potentiellement perceptible par quelqu'un d'autre. Il y a donc un rapport tactile ou visuel à l'idée de table, par exemple, en tant que réalité perçue. Berkeley la nomme idée simplement parce que c'est pour un esprit qui la perçoit qu'elle existe. Il faut donc qu'elle soit de même nature que notre esprit en ce sens-là. Si la matière était de nature différente par rapport à notre esprit, et si celle-ci existait indépendamment de nous et de notre expérience, alors nous ne pourrions pas la connaître. Berkeley utilise donc le mot « idée » pour souligner une communauté de nature entre l'esprit qui perçoit et l'objet de sa connaissance. Il faut bien comprendre que pour Berkeley, les choses n'existent pas de manière externe au sujet qui en a connaissance. Sinon, dans ce cas-là, il ne peut pas y avoir de connaissance. La chose serait en soi, elle serait inconnaissable précisément. Donc le génie de Berkeley, c'est précisément d'avoir montré que ce n'est pas parce que la réalité qui nous entoure est ressentie comme extérieure à nous qu'elle l'est pour autant. Mais bon, ce point-là, je le développe plus en détail ailleurs. Je fais juste des petits rappels pour reposer, on va dire, les principaux jalons de sa réflexion. Donc, tout ce que nous connaissons, ce sont des idées, et ces idées existent en dehors de notre perception, en tout cas en dehors de notre champ de perception, en tant qu'originellement conçues et perçues par l'entendement divin qui peut tout percevoir, et permet ainsi au monde d'exister, comme le rappelle bien le paragraphe 33 des Principes. Je cite Berkeley, « Les idées imprimées sur les sens par l'auteur de la nature s'appellent des choses réelles, et celles qui sont provoquées dans l'imagination, qui sont moins régulières, moins vives et moins constantes, sont plus proprement dites idées ou images des choses qu'elles copient et représentent. Mais ceci étant, nos sensations aussi vives et distinctes qu'elles soient, sont pourtant des idées, c'est-à-dire qu'elles existent dans l'esprit et sont perçues par lui aussi véritablement que les idées qu'il forge lui-même. On accorde aux idées du sens plus de réalité en elles, c'est-à-dire qu'elles sont plus fortes, plus ordonnées et plus cohérentes que les créations de l'esprit. Mais ce n'est pas une raison pour qu'elles existent hors de l'esprit. Elles sont aussi moins dépendantes de l'intelligence ou substance pensante qui les perçoit, en ce qu'elles sont provoquées par la volonté d'une autre intelligence plus puissante. Cependant, ce sont toujours des idées, et assurément aucune idée, qu'elle soit faible ou forte, ne peut exister autrement que dans un esprit qui l'aperçoit. Fin de citation. Berkeley fait donc ici une distinction entre d'un côté nos idées déterminées par l'existence d'une volonté omnisciente, c'est-à-dire divine, qui fait que nous ne pouvons les modifier par la force de notre imagination.
Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que Berkeley serait d'accord pour dire que la réalité, c'est justement ce qui résiste à l'imagination, hein, ce qui peut pas être transformé par notre esprit. Et effectivement, hein, la réalité est toujours là, qu'on le veuille ou non. Donc, simplement, pour lui, c'est une volonté divine, donc qui a une influence sur cette réalité. Hein. C'est elle qui fait exister le monde en le percevant. C'est ce qui fait que les choses ne se volatilisent pas, ne disparaissent pas quand on ne les perçoit pas. Donc, pour Berkeley, on peut modifier tant qu'on veut nos propres idées, on peut les combiner grâce à l'imagination, hein. Et on peut dire que ces idées-là, dans ce sens-là, elles correspondent effectivement au terme à l'usage que l'on fait initialement du terme idée, c'est-à-dire que ce sont nos représentations. La différence entre la réalité vécue comme extérieure, mais n'existant que parce qu'elle est perçue, et notre imagination, c'est que nous n'avons d'emprise que sur la deuxième. Nous pouvons combiner nos idées de la façon dont nous le souhaitons, car celles-ci sont des images que nous puisons dans notre expérience antérieure. En tout cas, on se sert de notre mémoire comme base. Hein. Quand on a recours à l'imagination, on va combiner des images tirées de notre expérience. Évidemment, la réalité sur laquelle notre imagination n'a aucune emprise ne se confond pas avec cette dernière, hein, car elle a plus de consistance et de cohérence. Elle n'est pas un pur fantasme, mais elle demeure toujours dépendante d'un esprit qui les perçoit. De fait, les mots renvoient à des images, mais ne se confondent pas avec celles-ci. Les images mentales sont pour Berkeley les seules idées que nous avons. Il n'y a de connaissances qu'imagées. On en arrive ici à un point original et décisif dans la pensée de Berkeley, qui est sa méthode, portant le nom d'intuition psychologique dont j'ai déjà pu parler auparavant. Pour être au clair sur ce que nous connaissons, il faut pratiquer une introspection en soi. Si on essaye de convoquer l'idée d'homme ou de triangle par exemple, c'est toujours bien une silhouette plus ou moins corpulente ou plus ou moins grande qui sera représentée. Si on se représente l'idée de triangle, il n'y a pas non plus un triangle abstrait et universel qui fera son apparition, mais bien un triangle équilatéral, isocèle ou scalène qui nous viendra à l'esprit. De fait, les métaphysiciens qui depuis Platon ont usé du langage pour introduire le terme d'idée avec un grand I pour désigner une réalité intelligible et universelle à l'abri des aléas de la matière, ou qui considèrent à l'instar de Descartes que les mathématiques sont universelles dans leur portée par leur abstraction, de même que les propositions qui en découlent, ont fait fausse route en invoquant des termes ne correspondant à aucune expérience. Dans le langage se glissent parfois des noms et des signes sans objet, des fictions métaphysiques qui, paradoxalement, ne sont même pas produites par l'imagination car notre capacité à former des images ou des idées ne peut même pas les représenter. Pour Berkeley, c'est absolument impossible de représenter un triangle universel valant de manière absolue. Hein. Il ironise d'ailleurs sur les pouvoirs surhumains des métaphysiciens qui parviennent à penser un triangle universel ou un homme universel, alors même que lorsque nous consultons en nous-mêmes ces idées, il n'y a que des images qui nous viennent, et de façon plus ou moins claire, les mots, eux, ne se confondent pas avec les images, ils sont des étiquettes conventionnellement admises que nous allons utiliser pour donner une extension générale aux notions mathématiques, ainsi qu'à toute chose trouvant son origine dans notre expérience. Une idée devient ainsi générale quand on en fait un signe, et le moyen par lequel la représentation devient un signe, c'est de lui trouver un nom. J'ai intégré par exemple dans mon expérience l'idée d'homme ou de triangle, parce que j'ai déjà pu percevoir des choses ayant une forme humaine ou triangulaire. Ces choses représentées concrètement sont donc généralisées à partir des définitions que je vais leur donner, à partir de leurs points communs, puis au nom qui va les désigner. De fait, lorsque je parle de triangle, je ne parle pas d'un triangle universel, je parle d'un certain triangle général selon une définition que recoupe un certain mot. Ainsi, la définition devient indissociable du mot qui la signifie chaque fois que nous l'employons,
C'est ce que dit Berkeley au paragraphe 49 des principes de la connaissance humaine. Je cite, « Prenons par exemple la proposition suivante. Un dé est dur, étendu et carré. Ces philosophes soutiendront que dans cette proposition, le mot dé désigne un sujet, une substance qui est distincte de la dureté, de l'étendue et de la figure qui en sont les prédicats et dans lequel ils existent. C'est ce que je ne puis comprendre. Pour moi, un dé ne semble être rien de distinct de ces choses, qu'on appelle ces modes ou ces accidents. Aussi, dire qu'un dé est dur, étendu et carré, ce n'est pas attribuer ces qualités à un sujet qui en soit distinct et qui les soutienne, c'est seulement expliquer le sens du mot dé. » Fin de citation. Autrement dit, parler, c'est déjà définir de manière sous-jacente une chose, car le terme qui la désigne devient instantanément lié aux propriétés de cette chose. Si bien que, si on les décompose, de toute façon, ça nous renseigne sur les caractéristiques de cette chose, mais cette chose-là n'existe qu'à partir de ses caractéristiques. Il n'y a pas une substance du dé qui nous affecterait quand nous percevons le dé, et des attributs secondaires dont nous pourrions faire abstraction, que ce soit le fait qu'il soit dur ou carré. Les propriétés du dé sont immédiatement perçues, le fait que ce dé-là soit dur, ce qu'on peut sentir avec le toucher, le fait qu'il soit carré, qu'on peut sentir en le voyant simplement, et le mot dé est conventionnellement choisi pour désigner tous les dés particuliers possédant toujours ces mêmes propriétés communes, même s'ils donnent toujours lieu à des représentations particulières. Si je vous demande de dessiner un dé, à partir de votre représentation, il sera toujours un peu différent par rapport à celui de votre voisin. Ça, c'est une réalité psychologique sur laquelle Berkeley a mis le doigt, justement. Mais enfin, toujours est-il que on peut pas vraiment prendre le dé comme autre chose qu'un assemblage de propriétés précises. Il n'y a pas de dé en soi ou de substance de dé, vous comprenez. Donc il faut toutefois nuancer un point. Les mots n'évoquent pas nécessairement une image se rapprochant de la définition qui lui a été attribuée conventionnellement, dans le sens où c'est le mot, même si dans l'usage le mot semble immédiatement évoquer ce à quoi il renvoie, c'est-à-dire si je vous dis dé, vous pensez effectivement à un dé, par habitude et par convention. Pour autant, c'est pas quelque chose de naturel, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et c'est justement le sens du paragraphe 19 des principes, lorsque Berkeley dit, je cite, « Un peu d'attention nous montrera qu'il n'est pas nécessaire, même dans les raisonnements les plus rigoureux, que les noms significatifs qui sont mis pour les idées provoquent dans l'entendement, chaque fois qu'ils sont employés, les idées dont ils sont par notre fait les représentants. » Fin de citation. C'est donc bien nous qui décidons du sens des mots, pas la réalité elle-même de façon autonome, donc cela court-circuite également l'idée selon laquelle le climat ou le milieu dans lequel évolue un peuple conditionnerait le caractère fluide ou martial de son langage, thèse qu'on pouvait retrouver dans l'essai sur l'origine des langues de Rousseau par exemple. Il y a une expérience facile à faire, qui peut aller dans le sens de la théorie de Berkeley. C'est même une expérience que vous avez sans doute déjà réalisée dans votre vie pour vous amuser. Si vous voulez, tous ensemble, on peut la faire. Enfin, moi, je vais pas la faire parce que je suis en train d'enregistrer, que ce sera un peu idiot, mais il s'agit de répéter la même phrase avec les mêmes mots de façon répétée et plus ou moins rapide. Vous savez, des fois, il y a même des enfants qui font ça. Vous répétez la même phrase en boucle de façon rapide, plus ou moins, et normalement, au bout d'un moment, vous allez vous surprendre à ne plus faire le lien entre les sons que vous émettez et la signification originelle derrière cette phrase. C'est donc la convention, le contexte et l'habitude qui vont conférer leur sens et leur portée au langage. Toujours concernant la dimension conventionnelle du langage, qui fait que les mots sont des étiquettes, qui n'adhèrent pas de manière naturelle à ce à quoi elles renvoient, ces étiquettes-là, ce qu'il y a de fort, c'est que Berkeley se sert du caractère apparemment absurde de sa philosophie sur le papier pour renforcer son nominalisme. Donc j'ai repéré un passage très intéressant, qui est pour moi un des passages les plus intéressants des principes de la connaissance humaine. Donc je rappelle que pour lui, la matière en tant que réalité indépendante de notre esprit n'existe pas de façon autonome, et que nous ne percevons que des idées, ça normalement, vous l'avez déjà intégré.
Donc, justement, au paragraphe 38 des principes, Berkeley anticipe ses objecteurs en leur disant, je cite, « Mais, direz-vous, cela sonne très mal de dire que nous mangeons et buvons des idées, que nous sommes vêtus d'idées, j'en conviens. Le mot « idée » ne s'emploie pas dans la langue courante pour signifier les diverses combinaisons de qualités sensibles qu'on appelle des choses. Et il est certain que toute expression qui diffère de l'usage familier du langage semblera dissonante et ridicule. Mais cela ne concerne pas la vérité de la proposition qui, en d'autres termes, revient simplement à dire que nous sommes nourris et vêtus des choses que nous percevons immédiatement par nos sens. La dureté ou la mollesse, la couleur, la saveur, la chaleur, la figure et autres qualités semblables qui, combinées ensemble, constituent les diverses sortes de vivres et de vêtements, existent seulement, on l'a montré, dans l'esprit qui les perçoit. Et c'est tout ce qu'on entend quand on les appelle des idées. Mot qui, s'il était aussi couramment employé que chose, ne serait pas plus dissonant ni plus ridicule que lui. Je ne discute pas de la propriété de l'expression, mais de sa vérité. Si donc vous convenez avec moi que nous mangeons, buvons les objets immédiats du sens, que nous en sommes vêtus, et que ces objets ne peuvent exister non perçus ou hors de l'esprit, j'accorderai volontiers qu'il est plus convenable ou plus conforme à la coutume de les appeler choses plutôt qu'idées. Fin de citation. Ce que Berkeley est en train de démontrer ici, c'est que si on avait communément établi que le mot idée remplacerait le mot chose, pour nommer ce qui nous apparaît, et qui demeure un objet d'expérience, sa pensée ne semblerait pas le moins du monde absurde. Et si on n'utilise pas ce mot, c'est simplement par convention, car il serait tout à fait possible d'imaginer une réalité parallèle, où on serait tous des Berkeleyens, vous imaginez un peu, oh là là, où les gens diraient par exemple, où sont passées ces idées clés, ou mes idées de clés plutôt, que mes clés tout simplement. Au lieu de dire machin bidule truc, on dirait idée, vous voyez, hein plutôt que de dire cette chose. Bon, si par clé on désigne un objet capable d'ouvrir une porte en s'insérant dans une serrure, alors il n'y a rien d'inhabituel à dire le mot clé dans le contexte dans lequel on veut parler de clé. Mais on aurait aussi bien pu utiliser le mot chien pour désigner originellement et conventionnellement ce que l'on nomme une clé, que cela n'aurait rien changé. On peut imaginer une réalité parallèle où le mot chien aurait été utilisé pour désigner l'objet, la chose que l'on a toujours désigné comme une clé, et on peut imaginer que ça donnerait lieu à des phrases du genre « j'ai besoin de mon chien pour ouvrir la serrure de la porte ». Bon, ça serait bon, là dit comme ça c'est rigolo, mais évidemment c'est pas le cas, mais ça aurait pu être le cas. Le choix des mots est conventionnel, donc arbitraire. Dans l'exemple de Berkeley, parler d'idées plutôt que de choses ou de réalité, ça serait justement une autre convention. C'est pas le cas, donc évidemment, si on se met à parler en utilisant le vocabulaire de Berkeley, on nous prendrait vite pour un fou, mais il faut bien retenir que c'est une question de convention. Et justement, ce dont Berkeley se préoccupe ici, c'est ça qui est intéressant, c'est la justesse de la pensée et de la vérité. Donc il n'a pas peur de rompre avec les conventions langagières et de parler d'idées plutôt que de choses, quand bien même il accepte évidemment de s'en remettre à la coutume pour ne pas être marginalisé d'un point de vue social. On ne va évidemment pas se créer un langage alternatif pour faire le gros malin. Il n'y a qu'en philosophie que cela est possible, il semblerait, mais toujours dans le but de tendre vers le vrai, ce qui est un contexte différent de celui qui consiste simplement à être compris de son interlocuteur et à communiquer de manière simple. Le contexte et l'activité à laquelle on prend part vont donc jouer un rôle direct sur la signification des phrases qu'on leur donne. Sorti en dehors du cadre philosophique et immatérialiste, il est évident qu'une phrase comme « je mange des idées de pâtes » combinées à des idées de gruyère et de bolognaise n'a strictement aucun sens et paraît même loufoque. Dans un cadre philosophique, on s'est entendu sur le sens précis du mot « idée » comme chose ou réalité perçue. Elle sonne toujours mal, certes, mais elle conserve un sens. Berkeley, on lui dit ça, il fait bah oui, c'est bien, tu connais mon vocabulaire, bravo. Donc à partir de tout ce que l'on a déjà vu,
On mesure l'influence que ce dernier aura sur Wittgenstein. Les mots sont des étiquettes dont le sens varie selon les conventions et le contexte, ici quotidien ou philosophique. Donc c'est déjà ce que Berkeley préfigure. Il ne désigne pas les choses elles-mêmes, mais n'ont de sens qu'en tant qu'ils servent à désigner des choses réelles. En revanche, Bon, ainsi, avant Wittgenstein, Berkeley traquait déjà, comme on l'a vu, dans le langage, les fictions métaphysiques ne correspondant à aucun contenu d'expérience, Berkeley montrant par là même que ces fictions dans le langage ne viennent pas de l'imagination mais simplement d'une confusion entre mots et images. La représentation que j'ai d'une chose, je m'en rends pas compte de sa particularité parce que je n'ai pas fait l'effort de consulter la manière dont je me la représente, cette chose-là. Et en plus, je l'ai associée directement à sa définition générale, comprise derrière le mot qui sert à la désigner. Le platonicien, quand il parle d'idées universelles ou de forme intelligible de triangle, en fait, c'est la définition qu'il a en tête. Il a pris le mot pour une image, en fait. Donc ainsi, les métaphysiciens qui parlent d'idées abstraites et universelles, comme la substance ou bien l'idée de triangle, parlent de choses irreprésentables et même inconnaissables, parce qu'ils prennent les mots conventionnels et généraux pour des représentations valant universellement, alors même que les mots ne sont que des outils construits par l'esprit pour désigner une réalité toujours singulière et complexe que l'on ne peut se représenter que singulièrement. Ainsi, les idées abstraites, échappant à toute représentation possible, ne sont pas nécessaires au langage, elles ne sont pas indispensables pour communiquer puisque les animaux n'en font pas usage non plus mais arrivent à communiquer entre eux, bon ça déjà c'est observable. De plus, les mots ne peuvent renvoyer à un contenu abstrait et universel. De tels termes sont en réalité vides de sens car la généralisation est prise à tort pour un universel absolu. Et justement, quand on essaye d'examiner en soi-même ce qui se cache derrière un mot, on constate bien qu'il n'y a pas quelque chose d'universel. Une pensée présentant des idées abstraites serait vide, et on peut dire qu'il y a confusion entre une idée et sa définition. Voyez, la définition est prise à tort pour une idée. L'idée s'associe toujours à une représentation. Il faut donc dépouiller dans notre intériorité les idées des mots pour s'apercevoir que toute idée est nécessairement imagée. Il n'y a que des idées concrètes et non pas abstraites. Ces idées-là sont généralisées, mais elles n'ont pas de caractère absolu. Cependant, c'est un point qu'il convient de souligner, tout l'objet de notre pensée ne se réduit pas au représentable. Il faut distinguer les idées en tant que représentation au objet de notre expérience et notion, en tant qu'intuition psychologique. En tout cas, ce qui va être l'objet de ces intuitions-là. Le langage est instrumental, il ne sert qu'à nommer des idées particulières en les généralisant. C'est ce qui fait qu'on peut communiquer, qu'on va dépasser le caractère toujours singulier de notre expérience. On peut donc supprimer les mots qui n'évoquent que des fictions métaphysiques, mais pour autant, il y a des choses dont nous faisons l'expérience intime et qui vont au-delà du simple langage. Toute proposition qui a un sens n'en a un que si le signe renvoie à une idée représentable ou à une expérience vécue, ce qui est justement ce à quoi va donner lieu la méthode d'intuition psychologique. Cette intuition psychologique, cette introspection que on fait en soi, nous fait bien sentir des choses qui échappent au cadre de l'imagination ou de la représentation, que nous sommes un sujet, seule substance créée par Dieu d'ailleurs dans sa théorie, substance pensante, pour être précis, et que nous avons une volonté qui nous anime. Or, des expressions telles que substance pensante ou volonté ne s'accompagnent d'aucune représentation et notre imagination ne peut mobiliser aucune image ou combinaison d'images privilégiées à partir de notre expérience et de notre mémoire. Donc, cela veut dire que les limites du langage nous empêchent de faire de la métaphysique. Bien sûr, Wittgenstein, en tout cas celui du Tractatus, répondrait oui, et ce n'est pas plus mal à une telle question,
Mais précisément, Berkeley va plus loin en un sens. En effet, il va alors parler de notions concernant la volonté ou la substance pensante que nous sommes, telle qu'elle a été créée par Dieu. Nous en faisons l'expérience en nous-mêmes, chaque fois que nous nous consultons et que nous faisons montre d'introspection. À chaque instant, je me rends facilement compte que je veux quelque chose, que je suis quelqu'un, et que même si mon identité ou ma volonté ne sont pas des idées, en ce qu'elles n'apparaissent jamais ni à ma perception ni à mon imagination, elles n'en demeurent pas moins des notions abstraites, irreprésentables, dont l'expérience originelle se situe en moi-même de façon immédiate, qui est une autre connaissance que ce que nous donne à ressentir, justement, la simple perception des choses extérieures. Donc, c'est ça que nous donne à ressentir l'expérience intime de soi-même. Les mots servent à généraliser des images, elles-mêmes indissociables des idées tirées de celles qui se présentent à nous dans notre expérience. Pour autant, les mots sont des signes sans lien avec ce qu'elles servent à désigner, et ce que nous désignons n'est pas obligé d'être perçu pour exister. Cela peut tout simplement être vécu et ressenti comme une évidence intime. Les mots ont donc ceci de paradoxal qu'ils n'ont aucune réalité absolue mais semblent pourtant indissociables des réalités auxquelles ils renvoient. Le travail du philosophe étant ici de montrer que si les mots ont un sens, ils n'arrivent que secondairement dans notre connaissance du réel, fondée sur la sensation et le sentiment d'exister en tant que personne. Le contexte et les conventions culturelles détermineront ensuite si la manière dont nous nous exprimons a du sens ou non. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci pour votre fidélité. Je suis désolé de ne pas avoir pu sortir cet enregistrement plus tôt, mais j'ai mes problèmes personnels à gérer dans la vie de tous les jours. Des choses pas rigolotes du tout, et Philoman ne peut pas toujours se consacrer comme il le souhaiterait à son travail de super-héros. Je vais tenter de retrouver un rythme plus régulier à l'avenir, mais je ne peux pas encore vous dire si cette proposition correspondra à une expérience réelle ou non. En attendant, prenez bien soin de vous, et à une prochaine fois.